Ce film a eu le même budget que Toute pour une. Et il y a une sacrée différence. Vous parlez parfaitement notre langue. Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît? On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Les habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film que j'avais à cœur de vous en parler. The Brutalist, réalisé par Brady Corbett. Voilà, The Brutalist, c'est un film que j'attendais avec pas mal d'impatience. Parce qu'il faut le rappeler que c'est peut-être le film qui va remporter le plus d'Oscars cette année avec 10 nominations. Et 10 nominations complètement méritées. C'était le film que j'attendais le plus du mois de février et j'ai failli ne pas le voir. Comment ça, j'ai failli ne pas le voir? Il faut savoir que The Brutalist, c'est un film qui malheureusement, je pense, n'est pas diffusé dans toutes les salles de cinéma en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et le cinéma pâté, dont lequel je suis le plus proche, ne diffusait pas le film. Mais heureusement pour nous, il y a le cinéma Le Navire qui diffusait ce film. Et j'ai décidé d'aller pour la première fois de ma vie dans un cinéma, on va dire, assez vieux, malgré que même avec le confort qu'on peut avoir dans les cinémas pâtés maintenant, on pense que ce genre de vieux cinéma, enfin vieux entre guillemets, ça a les murs délabrés, les sièges complètement pétés. Le seul truc qui change, c'est juste un détail que j'ai remarqué, c'est tout simplement les sièges qui sont pliables. Voilà, c'est juste la différence. Après, franchement, je préfère les chaises de pâté, mais c'est vraiment pas ce que l'on pense. Et grâce au cinéma Le Navire, que je conseille du coup maintenant aux gens, j'ai pu voir The Brutalist, et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est l'histoire d'un architecte immigré juif hongrois qui s'appelle Laszlo Tosz, incarné par Adrien Brody, qui va se rendre en Amérique pour vivre, on va dire entre guillemets, un rêve américain. Et en arrivant en Amérique, il va devoir travailler avec un homme très riche pour créer un immense bâtiment. Première chose à savoir sur ce film, c'est que ce n'est pas un biopic ni un documentaire qui retrace tout simplement la route d'un vrai bâtiment qui existe. C'est pas du tout ça, c'est un film de fiction. J'étais allé me renseigner sur internet au début avant d'aller voir le film. J'avais tapé Laszlo Tosz sur internet et c'est pas du tout les mêmes personnes, mais absolument pas. Et heureusement, sinon ça aurait peut-être enlevé, on va dire, le charme du film. Et deuxième chose très importante à savoir, c'est tout simplement le fait qu'il y a une entracte, donc du coup une pause de 15 minutes, à partir de 1h40 du film, donc à partir quasiment de la moitié. Le film dure pas 3h35 comme c'est marqué quand on essaie de se renseigner sur le film, il dure en réalité 3h20. Alors c'est vrai qu'en début de séance, quand on nous annonce qu'il va y avoir cette pause de 15 minutes, on peut se dire ça peut faire peut-être un peu beaucoup pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller se soulager ou d'aller acheter à manger ou de vouloir se dégourdir les jambes pendant le film car ça rajoute quand même 15 minutes donc ça peut faire plus de 3h35. Sauf que pas du tout, je me suis renseigné après avoir vu le film. Et cette entracte, elle est dans le film. C'est pas une entracte qui est sortie du film, c'est complètement ancré dans le film. Ça a été fait obligatoirement pour tous les spectateurs. Et je trouve que ça peut être une bonne idée pour plusieurs autres films qui pourraient sortir dans les prochaines années. Notamment que dans les autres pays, j'ai entendu dire qu'en Italie par exemple, ils font souvent des entractes pour des films qui durent assez longtemps. Et l'entracte ne nous dérange absolument pas. C'est juste une image sur pause où vraiment la pause elle est vraiment bien acérée. Elle n'est pas du tout dérangeante. Et c'est accompagné pas seulement d'une image fixe, mais avec des musiques en plus. Donc c'est plutôt agréable on va dire comme petite pause pendant un film quand même qui dure 3h35. On est sur un gros projet, sur un vrai film de cinéma qui a été créé pour être diffusé dans des salles de cinéma. Et franchement, quand on sait que le cinéma pâté que je fréquente décide de ne pas diffuser The Brutalist pour le chef-d'œuvre haut les mains, oui, ils ont diffusé haut les mains à la place de The Brutalist, on peut se poser des questions. C'est un film dont je pense on parlera assez souvent dans les prochaines années, ça ressortira je pense forcément, et je pense que le film va quasiment gagner les 10 Oscars pour lesquels il est nominé.
En commençant bien sûr par l'acteur Adrien Brody, qui joue vraiment extrêmement bien. Il est vraiment à un excellent niveau. Pour l'instant, c'est clairement la plus grosse performance en termes d'acteur que j'ai vu dans un film en 2025. Si bien sûr on peut le considérer comme un film de 2025 parce qu'il est sorti dans d'autres pays en 2024. Mais personnellement, moi, je le considérais comme un film en 2025. Alors, Adrien Brody, il y a une petite polémique qui l'entoure pour ce film. C'est tout simplement l'utilisation d'intelligence artificielle pour faire sa voix d'Hongrois. Alors vraiment, déjà d'une, j'en avais rien à faire parce que sa performance en termes d'acteur, ça reste tout simplement irréprochable. Il fait vraiment un énorme travail dans ce film. Il est vraiment super. Et encore même, ce n'est même peut-être pas des IA qu'ils ont utilisés. À ce qu'il paraît, ils se sont tout simplement servis d'outils d'intelligence artificielle et non d'intelligence artificielle, on va dire, entière pour travailler la voix, pour travailler l'accent hongrois de l'acteur. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de créer plus de polémique là-dessus, malgré le fait que beaucoup de gens avaient demandé à ce que son trophée du Golden Globe et sa nomination dans une performance, dans un personnage au premier rôle aux Oscars soit retiré. Tout simplement non. Il va bien y rester et il aura bien mérité de gagner ses trophées. Même chose pour Guy Pearce en termes de performance, il est vraiment très très bon. Il nous fait vraiment ressentir ce côté de gros connard dans le film, parce que oui, dans le film, c'est un millionnaire très con qui décide à chaque fois de retourner sa veste dans les moments où il est le plus en difficulté, quand on parle d'argent et aussi de procès. Il incarne voilà ce personnage très très bête qui pense qu'à l'argent et qui ne pense pas au côté humain. Le film est divisé en 3 parties qui sont à chaque fois très bien introduits, qui se suivent parfaitement. On a l'impression à chaque fois de changer tout simplement de génération quand une partie se termine. D'ailleurs, en parlant d'avoir l'impression qu'on change de génération, c'est tout simplement grâce au travail effectué sur la caméra, la façon de filmer. Dans la première partie du film, on a un moment un gros plan sur la Statue de la Liberté. Elle est filmée comme on peut le voir sur les affiches et dans la bande-annonce, à l'envers. Et c'est vrai qu'en voyant cette image, on comprend tout simplement le message qu'a voulu diffuser le film sur le fameux grand rêve américain. Mais par contre, je ne suis pas extrêmement fan du travail à l'image. Ce côté filmé un peu à l'ancienne avec ces petites étincelles, vous voyez, qui pètent un peu de partout dans l'image. Cette espèce de frétillement sur l'écran. Ça m'a pas tant dérangé que ça, mais je ne trouve pas ça non plus super beau et incroyable en termes de montage. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que le film a été réalisé avec un budget de 10 millions d'euros. Le même budget que pour Toute pour une. Alors ça, c'est vraiment incroyable parce que Toute pour une, ils ont réussi à faire que de la merde avec ce film. Il n'y a aucun plan qui ressort, alors que The Brutalist, il y a énormément de plans qui ressortent du lot. Je pense notamment à des plans qui sont assez formidables. Quand ils décident de partir en Italie pour aller prendre du marbre, il y a ces gros plans sur la montagne avec tout ce blanc qui recouvre une partie de la montagne qui est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs toute la séquence qu'il y a dans cet endroit. C'était vraiment très très beau à voir et c'était agréable à suivre. Et pareil pour certaines scènes, comment elles sont filmées. Il y a beaucoup de scènes qui ont peu de coupures, qui sont quasiment filmées qu'en plan séquence. On a quasiment des scènes de 5 minutes en plan séquence parfois. C'est vraiment mais colossal comme travail, je trouve. Et pour parler du film encore plus dans son entièreté, il y a cette première partie avant l'entracte où il y a ce côté où le film commence à monter, on va dire, en température. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup. Il commence à avoir ce personnage de Las Lotos qui s'en prend mais plein la gueule pendant 1h40. Ça, je pense, c'est une partie du film qui va beaucoup plaire au public, mais la deuxième partie va sûrement diviser, car on va surtout se concentrer sur la relation entre le personnage principal et sa femme. D'ailleurs, voilà, sa femme qui est jouée par Felicity Jones, qui là joue aussi très très bien de toute façon. Tous les acteurs jouent très bien dans ce film. Mais alors, elle, pareil, hein, elle prend pas beaucoup de temps d'écran quand elle est introduite dans le film, mais son personnage monte en puissance dans la deuxième partie du film, et sa relation avec le personnage principal devient de plus en plus intense. Voilà, c'est une relation assez bizarre qu'ils ont tous les deux entre eux. On les voit parfois ne plus se parler, vivre des moments instables, et puis il y a cette partie vers la fin du film où on les voit, je pense que dans le film ils se sont jamais autant aimés
qu'à ce moment-là. On est vraiment pris par cette relation, je trouve, pendant la deuxième partie du film, mais c'est vrai qu'on va moins se concentrer sur le côté où voilà, le film monte d'un cran en termes d'intensité. C'est peut-être ça qui dérange. Le film est un peu plus posé dans la deuxième partie. Ça va peut-être endormir certains, mais moi ça ne me pas non plus déranger. C'est toujours aussi intéressant et passionnant à voir, je trouve, cette histoire sur un architecte qui franchement vit des péripéties assez compliquées. Donc voilà. The Brutalist, je trouve que c'est un film à voir cette année, c'est vraiment une grande expérience à vivre au cinéma. C'est pour l'instant en tout cas le film que j'apprécie le plus pour l'instant pour cette année 2025 et je vous le conseille vraiment. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez aimé le film ou pas, vous pouvez le dire en commentaire. Si vous voulez débattre, il n'y a pas de souci. Et moi je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car ça apporte un énorme soutien et je vous en remercie d'avance et on se retrouve bientôt pour cette prochaine critique. Salut!